Ah, j'ai peut-être aussi Estivarey qui est remplacé par son Estivarey, il est remplacé par son premier adjoint. Estivarey, ouais, est remplacé par Vessac. J'ai pas été bon. Chalin-Fontaine. Mais dans la couleur. Chers collègues, oula, c'est fort, moi. On n'entend pas. Là. Chers collègues, on va pouvoir commencer ce conseil communautaire. Voilà, je vais pouvoir rebaisser le son, parce que sinon on va avoir de l'arsène sans arrêt. Et je passe la parole à Olivier Joly en l'absence de Patrick Remessin pour l'appel. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Alban Fontenille, Simone Christin Lafont, Jean-Claude Garde, Quentin Paquet, Robert Regeff, Anne Jouan-Jouan, Clément Gaumont, Claudine Cour, André Gay, Thierry Deville, Hervé Bru, Christine Bertin, Serge de Rory. Alors, Frédéric Sauret a donné pouvoir à Bertrand Daval, Marie-Thérèse Giry, Sylvie Genebrier, Alfeo Guillotto est excusé. Valérie Goutfard, Pierre Giraud a donné pouvoir à Claudine Cour, Patrice Couchot, Marc Pellardi, Christiane Bringary, Roland Bost, Georges Thomas a donné pouvoir à Yves Martin, Karine Gandret, Michel Jassler, Pierre Barthélémy a donné non, remplacé par Jean-Marc Bessac, je crois. Présent. Tac, tac. Hop. Grésieux Froment, Yannick Touran. Par Vivien Brouillat. Christian Cassulo, remplacé par Pierre-François Chaud. Christophe Destra. Valérie Alvic. D'accord. François Forcher. Jean-Philippe Montagne. Élodie Thévenet. Pascal Roche. Serge Grandjean. Thierry Chavaran. Bernard Tranchant. Marie-Gabrielle Pfister. Thierry Missonnier. Thierry Missonnier. Une fois, deux fois, trois fois. Patrick Remessin, excusez, pouvoir à Christophe Basile. Alain Limousin. Roland Bonnefoy. Thierry Gouby. Thierry Gouby deux fois. Trois fois. Pierre Verdier. Sur le fil. Georges Boncompin. Daniel Dubost. René Avril. Bernard Coutençon. Christophe Basile. Présent. Christiane Baillet. Allez. Abderrahmine Ben Tayeb a donné pouvoir à Gérard Vernet. Jean-Yves Bonnefoy. Pierre Cantrino a donné pouvoir à Jean-Paul Forestier. Bernard Cotier. Géraldine Dergelé a donné pouvoir à Catherine Doublet. Présent. Ah, elle est là. Ah, bah elle a pu donner de pouvoir alors.
Alors, on enlève le pouvoir. Catherine Doublet, Jean-Marc Dufix, Jean-Paul Forestier, Cindy Giardina, Martine Grivier a donné pouvoir à Cindy Giardina, Cécile Mariette, Gérard Vernet, Martine Matra, j'arrive plus à parler. Martine Matra, c'est pourtant pas compliqué. Oui, présent, j'ai entendu. Stéphanie Fayard, c'est Julien Degout. Ça s'appelle le juste à temps. C'était l'apéro. Gérard Barou, Michel Robin, Pierre Garbil, Monique Ray, Christelle Masson, Stéphanie Chaptu, Patrick Ledieu, Joël Épinat, Marc Archer, Rachel Meunier-Favier, Michel Jourjon, David Buisson, Frédéric Millet, Nicole Giraudon a donné pouvoir à Serge Grandjean, Jean-Luc Daval-Pommier, Evelyne Chouvier, Paul Duchamp, Olivier Joly, on va dire qu'il est là, Jean-Pierre Bras a donné pouvoir à Hervé Bru, Jean-Baptiste Chaussy, Béatrice Dauphin, René François a donné pouvoir à Ghislaine Poyer, Flora Gauthier, Alain Laurent a donné pouvoir à Pascal Pelou, Nathalie Legal, Gilbert Lorenzi, François Madvet, Pascal Pelou, Ghislaine Poyer, Carole Tavitur a donné pouvoir à François Madvet, Éric Lardon a donné pouvoir à Marcel Jouara, Martine Charles, Marcel Jouara, Stéphane Villard, Rambert Paillard a donné pouvoir à Quentin Paquet. Eh ben, j'enlève le pouvoir. Allez, Jean-Marc Dumas. Jean-Marc Dumas. Ah bah, ils vont vérifier, là. Christian Soulier. Annie Ostar. André Gachet. Jean-Maxence Demonchy. Frédéric Pugny a donné pouvoir à Frédéric Millet. Pierre Drevet, remplacé par Nicole Pardon. Présente. Michael Miomandre. Jean-René Jouandel, remplacé par Marie-Pierre Barou. Jean-Marc Grange. Marie-Thérèse Gagnère, pouvoir à Jean-Marc Grange. Christophe Breton, pouvoir à Pierre Verdier. Julien Ronzier. Dominique Guillon. Gilles Thomas. André Barthélémy. Yves Martin. Patricia Carrette. Thierry Hareux. Nicole Pinet. Gérard Peslon. Alexandre Palmier. Yves Duport. Hervé Béal. Jean-Paul Tissot. Hervé Perronnet, remplacé par Thierry Malière. C'est ça. Et Bertrand Daval. Et qui est arrivé en cours de route alors, a priori? Adeline. Adeline Boursier. Merci Olivier. Je vous propose comme secrétaire de séance Patrice Couchot qui était tout à fait d'accord. Et si vous êtes aussi d'accord, on va passer à l'approbation du procès-verbal du Conseil communautaire du 4 février 2025. Est-ce qu'il y aurait des questions, des observations sur ce procès-verbal? S'il n'y en a pas qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie et je donne la parole à Jean-Marc Grange pour une modification de l'intérêt communautaire. Bonsoir à tous. On va passer ce soir à un exercice que l'on a déjà pratiqué en 2023. C'est-à-dire le transfert, une modification donc, de l'intérêt communautaire pour un transfert de gymnase. La commune de Noir-Étable a approuvé ce principe par sa délibération du 25 juin 2024 pour un transfert au 1er septembre 2025. Donc ce qu'on vous propose ici, c'est de modifier l'intérêt communautaire pour la compétence construction
aménagement, entretien et gestion d'équipements culturels et sportifs d'intérêt communautaire au titre des équipements sportifs. Seront donc, dans ce cas-là, d'intérêt communautaire les équipements sportifs suivants: la piscine du Petit Bois à Saint-Just-Saint-Lambert, le centre nautique Aqualude à Montbrison. L'idée donc, c'est que cette modification soit effective à compter du 1er septembre 2025. Et bien sûr, on ne modifie pas un intérêt communautaire qui est connexe, c'est celui des équipements culturels. Donc, il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir approuver la modification de l'intérêt communautaire telle que définie ci-dessus. Y a-t-il des questions? S'il n'y en a pas, nous allons passer au vote. Qui serait contre? Qui s'abstient? Merci pour l'unanimité. Merci Jean-Marc. Alors le deuxième sujet, c'est l'approbation des statuts et l'adhésion de Loire-Forêt Agglomération au SMIF, syndicat mixte irrigation et de mise en valeur du forêt. Voilà, c'est au titre de notre compétence eau potable que nous rentrons dans le conseil d'administration, effectivement, puisque le canal du Forêt est un fournisseur d'eau brute qui est transformé en eau potable quand il fait sec. Vous avez vu la composition, cela donne un siège au conseil syndical qui est composé de 18 représentants. Je regarde le président du SMIF, qui bien évidemment, c'est un travail qui est arrivé bien tranquillement. Est-ce qu'il y aurait des questions? Oui? Non? Jean-Yves, tu veux dire un mot? Vas-y, appuie. Voilà. Merci. Oui, simplement, je suis bien entendu favorable, mais simplement, je préfère ne pas prendre part au vote pour éviter quelque ennui que ce soit à venir. Mais bien entendu favorable. Très bien. Qui serait contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Je redonne la parole à Olivier Joly pour que des bonnes nouvelles. Oui, Ah, merci. pardon. Ah, t'as pas fait voter? Eh bien oui, non, mais j'ai oublié de quelque chose d'important. On est représenté au SMIF, oui, mais il faut un représentant. Le représentant qui vous est proposé, c'est Stéphanie Fayard. Alors, j'ai dit eau potable, Patrice Couchot est déjà représentant au titre de sa commune. Donc, c'est la raison pour laquelle nous sommes allés voir du côté du cycle de l'eau et Stéphanie, qui siège notamment à la clé, est parfaitement au courant de ces sujets. Est-ce qu'il y aurait d'autres candidatures? S'il n'y en a pas d'autres, qui est contre? Qui s'abstient? Stéphanie, merci. Un petit peu de boulot supplémentaire. Donc, j'en étais aux finances et aux bonnes nouvelles. Alors oui, le COPIL du pacte de solidarité s'est réuni le 18 février dernier pour analyser 36 dossiers déposés par 22 communes. 12 dossiers concernaient l'enveloppe numéro 1, 19 l'enveloppe numéro 2 et 5 l'enveloppe numéro 3. Ont donc été retenus l'ensemble des dossiers qui sont notés dans la fiche de synthèse et qui représentent donc un peu plus de 27 000 euros sur l'enveloppe numéro 1, un peu plus de 62 000 euros sur l'enveloppe numéro 2 et 223 000 sur l'enveloppe numéro 3, soit un total de validation de ce COPIL du 18 février de 313 595 euros. À ce jour, donc, nous avons consommé 70% de l'enveloppe numéro 1, et donc il reste un peu moins de 59 000 euros d'enveloppe résiduelle sur cette enveloppe. Il reste on a consommé 71% de l'enveloppe numéro 2, et il reste 312 283 euros d'enveloppe résiduelle sur l'enveloppe numéro 2. Et l'enveloppe numéro 3, qu'on en avait déjà abondée au mois de juin dernier, risque d'être à nouveau relativement courte, puisqu'on a déjà consommé 95% de son montant, et on a une enveloppe résiduelle de 135 897 euros, soit au total encore 507 132 euros à ventiler sur vos différents dossiers. À noter sur le dernier COPIL, donc on a remarqué beaucoup de dossiers qui n'étaient pas cofinancés cette fois-ci, ou s'il n'y avait pas l'intervention du fonds de soutien, effectivement, il n'y avait pas d'autres cofinanceurs sur ces fonds. Encore une fois, un petit rappel, parce que j'ai constaté qu'il reste encore 6 communes qui n'ont pas du tout sollicité le fonds de soutien. Non, j'ai pas donné de nom, mais je te regarde. Mais il y en a 5 autres. N'attendez pas le dernier moment, tout simplement parce que
il ne faut pas se dire que ça se finit au 31 décembre. Au 31 décembre, tout est clôturé, oui, mais notre dernier conseil communautaire, il est avant les vacances de décembre. Donc ça veut dire que le dernier COPIL qui va se réunir début décembre. Donc la deadline des deadlines, c'est le 25 novembre, de souvenir. 25 novembre pour déposer vos dossiers pour être soumis au COPIL, mais n'attendez pas le dernier moment. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous êtes trop tard, après, c'est foutu, quoi. Ça serait dommage. Enfin, bon, après, faites comme vous voulez, hein, mais bon. Y a-t-il des questions? Pas de questions? On valide cette liste. Qui serait contre? Qui s'abstient? Merci. Merci Olivier. On poursuit avec un sujet ou plusieurs, je ne sais plus, sur la commande publique. Yves Martin. Bonsoir à toutes et tous. Un seul marché ce soir, le marché de maîtrise d'œuvre sur les ouvrages d'art existants de l'Orforêt-Agglomération. Ce marché arrive à son terme le 26 mars 2025 et il s'agit donc d'un renouvellement. Ce marché contient deux lots, le lot numéro 1 pour le secteur nord, le lot numéro 2 pour le secteur sud. 7 plis sont parvenus en réponse à la consultation et les 7 offres ont été déclarées conformes. Il n'y a pas de clause limitative d'attribution. Et les critères de jugement des offres sont le prix 35% et la valeur technique 65%. Il est proposé au conseil communautaire d'attribuer le lot numéro 1 à l'entreprise Vincent Desvignes Ingénierie, dans la limite des minima 25 000 € hors taxes et maxima 100 000 € hors taxes pour le lot numéro 1, et pour le lot numéro 2, d'attribuer ce lot au groupement ACOGEC PCM Génie Civil et Ouvrages d'Art, CJPCM Eau Environnement et Écologie, 3D Infrastructure, Cédric Bourbière, architecte, dans les mêmes limites, minimales 25 000 € hors taxes et 100 000 € hors taxes de maxi. Y a-t-il des questions? Oui, j'aurais voulu savoir quelle entreprise avait le marché avant. Alors, pour le lot numéro 1, c'était VDI toujours, et ils avaient également le lot numéro 2 qui est donc passé à ACOGEC, qui va passer, si vous en êtes d'accord, à ACOGEC, au groupement ACOGEC que je viens de citer. D'autres questions? Eh bien, nous passons au vote, si vous le voulez bien. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie pour l'unanimité. En l'absence de Patrick Romestin, merci Yves, je vais vous présenter le sujet sur les ressources humaines. Le premier sujet, c'est sur la protection sociale complémentaire. L'idée, donc, nous avons quelques obligations en la matière. En tout cas, le CDG 42 s'est proposé de mener la mise en concurrence, ce que je vous propose d'accepter, et donc de retenir la participation au dispositif du CDG et d'autoriser le CDG à mener la consultation, et ensuite de m'autoriser à effectuer et à signer les actes en conséquence. Est-ce qu'il y a des questions sur la protection sociale complémentaire? S'il n'y en a pas, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Et sur le deuxième sujet, c'est la modification du tableau des effectifs. La note de synthèse est extrêmement claire. Moi, je vais simplement vous dire que sur la modification de poste du délégué à la protection des données, la modification que nous faisons entre un ingénieur échelon 5 et un attaché échelon 3 va nous faire un gain de 5 000 €. Et pour les autres modifications d'échelon, là, il y a des augmentations variables en fonction, mais au final de ces deux modifications, il y a un gain annuel de 840 €. Bon, tout ça pour vous dire qu'il n'y a pas d'enjeu ni de création particulière, ni d'enjeu de finance sur ce tableau, cette modification. Est-ce qu'il y aurait des questions? Pas de questions. Qui est contre? Qui est contre? 1. Abstention. 3. OK. Je vous remercie. En l'absence d'Éric Lardon, mais qui nous regarde en visio, je vais vous présenter le dossier des mobilités. Là aussi, la note de synthèse est particulièrement claire. Il y a une évolution du transport scolaire et notamment du règlement de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Vous savez que nous, on est compétents en mobilité sur notre transport scolaire quand c'est un transport scolaire intra-Loire-Agglomération, mais de temps en temps, on a des élèves qui transitent en dehors ou certains élèves de dehors qui viennent chez nous.
Et là, c'est la région qui est compétente. Donc, ça percute un peu. Donc, il y a un règlement. On vous propose aujourd'hui de rester dans le règlement, bien évidemment, de la région afin d'éviter d'avoir des enfants qui payent des abonnements différents. Et en l'occurrence, la région passe l'abonnement annuel de 110, auquel on était nous aussi, à 120. La proposition est de suivre cette nouvelle tarification et d'intégrer le règlement, à savoir que les enfants pourront, en adhérant à ce règlement, profiter du transport régional des transports scolaires de la Loire, comme celui des élèves du ressort territorial de leur forêt agglomération. Est-ce qu'il y aurait des questions? Oui, Pierre Vernet. Attends, vas-y. Oui, par rapport à cette année, il n'y aura pas d'augmentation? C'est déjà le même prix? On passe de 110 à 120 par an. Il y a d'autres questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Je poursuis avec la consultation de leur forêt agglomération sur le projet d'arrêté de schéma du SCOT, schéma de cohérence territoriale. Vous avez eu là aussi une note de synthèse extrêmement détaillée. Sachez que l'ensemble des EPCI du SCOT, donc Saint-Étienne Métropole, Le Pilat, Forêt-Est et Loire Forêt Agglomération, ont fait un certain nombre de remarques. Le bureau du SCOT va se réunir prochainement pour en tenir compte au maximum. Et Loire Forêt a fait aussi un certain nombre de remarques qui sont dans les pièces annexes qui ont été fournies à ce conseil communautaire. Il y en a un certain nombre, mais on va se caler et normalement, ça ne devrait pas, hormis peut-être sur la notion du commerce, où les enjeux commerciaux entre les différents territoires sont quand même relativement différents, et il n'est pas exclure que le SCOT ne se positionne que sur les très gros tènements commerciaux et qu'ensuite il laisse aux EPCI la possibilité de le gérer un peu plus finement. Parce que là, ça va être trop compliqué à l'échelle du SCOT. Ça fait partie des remarques et cette remarque a été émise par les 4 EPCI. Normalement, ça devrait fournir. En tout cas, le président de Loire-Forêt essaye de parler régulièrement au président du SCOT et pour le moment, la relation est plutôt bonne. Donc, je vous propose, s'il n'y a pas de questions, si une question. Oui, une remarque, Président, et une question. La remarque, ça concerne la ZAC des Plaines. Elle a été créée pour attirer l'installation d'entreprises diversifiées et créatrices d'emplois industriels, ce que d'ailleurs réitère le schéma de cohérence territoriale. Mais aujourd'hui, force est de constater que l'essentiel du foncier est occupé par des plateformes logistiques, soit l'équivalent de près de 40 terrains de football. Ça a un nom, c'est une catastrophe environnementale. Pourquoi? Parce qu'il s'agit là d'une stérilisation de 100 hectares d'une zone humide, selon la définition du Code de l'environnement. Cette zone humide de 100 hectares a donc été sacrifiée pour quelques dizaines d'emplois et une rotation journalière de plus de 400 poids lourds sur la RD 8, déjà surchargée. Et là je lance un avis aux usagers que nous sommes, ce n'est qu'un début. Ceci n'est qu'une remarque, ça n'attend pas de réponse. Si vous souhaitez que je passe à la question. Non, je vais vous répondre parce Merci. que c'est une remarque basée sur des observations quelque peu erronées. Vous dites dans votre même phrase qu'il n'y a qu'une dizaine d'emplois et 400 camions à la journée. Quelques dizaines d'emplois et 400 camions à la journée. Et plus de 400 camions. Alors, je ne sais pas qui conduit les camions, mais ça doit être les 10. Voilà. Au-delà de la boutade, je vous parle je vous parle du SCOT futur. Hein. Et en l'occurrence, la décision qui a été prise au niveau du SCOT, c'est d'arrêter l'implantation de logistique. Donc, pour le coup, la remarque que vous formulez est pour moi le passé.
et n'est pas dans l'objectif du SCOT. Oui, c'est fait. Merci, Président, pour cette réponse. La question concerne le logement social. Nous avons 5 communes donc, du territoire qui, toutes d'ailleurs, sont situées dans la même zone, sud-est du territoire, qui est en fait une zone périurbaine de l'agglomération stéphanoise et qui ne satisfont pas aux critères de 20% du logement social fixé par la loi SRU. À ce titre, elles se trouvent lourdement taxées. Pour celles que je connais, sur Île Comtal, c'est 28 000 € au budget de cette année pour un taux d'occupation de logement social de 13,9. Aussi, et c'est la question, est-il envisagé de combler ces déficits à l'horizon 2050 avec l'effet de concentration et les arbitrages nécessaires, voire douloureux, que cela comportera sans aucun doute au niveau du PLUI? Merci. Alors, pour ce qui concerne le sujet de ce soir, qui est le SCOT, en ce qui concerne le logement social, il a ouvert un petit peu les chakras. Attention, vous avez, je vais essayer d'être précis dans les définitions, ce qui relève de la loi SRU, ce qu'on appelle les logements sociaux. On est sur le locatif social, et je parle sous contrôle de Claudine qui connaît encore mieux ça que moi, et les 20% visent ce type de logements sociaux. Le SCOT a élargi la définition en parlant de logement accessible social et où il serait bien d'atteindre un taux de 30%. Mais ce taux de 30% qui concerne le logement accessible socialement concerne notamment l'accession à la propriété sociale. Donc, en fait, le 30% n'est pas plus sévère ou moins sévère, ça dépend comment on se place, que le 20, mais il ouvre une possibilité qui aujourd'hui, en tout cas un objectif, qui n'était pas clairement chiffré. Après, ça reste des objectifs de loi, de PLH, de choses comme ça. Ça n'a plus rien à voir avec les documents d'urbanisme, sauf effectivement à l'échelle du PLUI, où là, il va falloir que dans le PLUI, de toute façon, pour être compatible, il y ait prévu le rattrapage nécessaire. Sinon, il y a effectivement une non-compatibilité possible. Ça, c'est fixé par la loi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas avoir un document d'urbanisme, même un PLU, hein, le PLU d'une commune aujourd'hui qui est dans ses objectifs ne peut pas ne pas afficher un nombre de logements qui ne soit pas conforme avec la loi. Alors, il y a des tolérances, hein, mais ça ne peut pas aller trop loin. Sinon, c'est soit le PLU n'est pas validé, soit il est validé, mais si l'objectif n'est pas atteint, c'est là que tombent les amendes. Donc, c'est relativement cadré par l'État, hein, l'évolution du logement social, en sachant qu'en plus, actuellement, il y a des travaux nationaux pour changer le niveau des revenus des personnes qui ont accession aux logements sociaux. Donc, c'est pas si simple. Un certain nombre de logements aujourd'hui qui ne seraient pas considérés comme sociaux pourraient être considérés comme sociaux demain. Ce qui modifie aussi l'échelle de temps. C'est-à-dire qu'une commune qui serait à 14% aujourd'hui, sans forcément faire, pourrait se retrouver à 17%, puisque l'étendue des logements pourrait, considérés sociaux, pourrait être étendue. Voilà. Mais ça, c'est en cours de travail. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Donc, je vous propose de voter un avis favorable à ce SCOT avec toutes les remarques que Loire Forêt Agglomération a émises sur le sujet aujourd'hui. Est-ce qu'il y aurait des votes contre? Est-ce qu'il y aurait des abstentions? 3 abstentions. Je vous remercie. Patrick Ledieu, pour des sujets de planification urbaine. Merci, Président. Chers collègues, bonsoir. Deux modifications ce soir.
une pour Boin-sur-Lignon et une pour Bussy-Albieux. Je vais vous proposer l'abandon de la procédure de modification numéro 2 du plan local d'urbanisme de la commune de Boin-sur-Lignon en priorité. C'est une procédure de modification qui a été lancée le 22 mai 2021 afin d'ouvrir à l'urbanisation une part supplémentaire en continuité de la ZAC de Chambaillard. Les études environnementales réalisées sur le secteur du projet ne le permettent pas. Elles ont révélé la présence de zones humides. Et donc, au regard des contraintes environnementales, il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir prendre acte de l'abandon de la procédure de modification numéro 2 du PLU de Boin-sur-Lignon. Est-ce que ceci appelle des questions? Oui, donc je regrette quand même que sur Boin, qui est notre chef-lieu de canton, on aurait des procédures parce que la zone de Chambaillard est pratiquement complète. Pour tout le secteur, les petites communes avoisinantes, on regrette qu'il n'y a pas plus de terrain à construire. Alors, la première question est de savoir sur cette notification de zone humide, est-ce qu'il y a moyen de revenir dessus ou pas? Ou si la commune de Boin va essayer de trouver un autre secteur pour pouvoir mettre les industries, enfin les usines, les artisans. Parce que je crois que c'est très important pour notre secteur. Bon, toutes les modifications effectivement apportées sur les zones économiques sont importantes. Mais là, si là, le coût aboutit pas, c'est que réellement, cette zone humide est difficilement contournable. On a quelque chose qui est réellement important et qui ne permet pas d'aller plus avant. Je vous rappelle que ce projet a été porté lourdement, soutenu par l'AGLO et porté fermement par Pierre-Jean. Après, pour ce qui est de la mairie de Boin, si notre collègue veut nous en dire un mot sur d'éventuels projets ou pas, sur une zone qui est, c'est vrai, quelque chose d'important pour le secteur. Appuie sur ton micro. Ça marche pas. Je suis éteint, moi, j'ai plus d'ordi là. Donc patientez avant des prises de parole. Ça vous permet de réfléchir avant de répondre. Ou alors vous parlez fort. Ah, ça y est. Ils ne seront pas entendus en ligne. Et c'est Quentin qui m'a débranché. C'est la même photo depuis 20 ans. Ouais, c'est ça. Oh là là, mais ça. Démarrage. On va à gauche. Non, mais qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Super simple. Voilà. Et là? C'est 2020. Encore? Ouais, d'accord. Moderne. Il est clair que ce n'est pas une bonne nouvelle pour Boin. Maintenant, il faut qu'on fasse face à cette difficulté et qu'on travaille pour trouver une autre zone. Maintenant, Boin, c'est 6 km². Donc, il faut qu'on trouve sur ces 6 km² une autre zone, sachant qu'il y a peu de terrain disponible. Mais on va travailler pour nos artisans et pour que les entreprises puissent venir sur Boin. C'est évident que ce n'était pas une bonne nouvelle quand le président me l'a annoncé. Merci, Président.
Nous lisons dans la note de synthèse que l'abandon de cette procédure de modification du PLU nous est proposé aujourd'hui au regard des contraintes environnementales. Je tenais à saluer pour ma part cette démarche dans la mesure où il s'agit bien actuellement à Boin de prendre la mesure de l'importance décisive de la zone humide en question, qui permet notamment l'alimentation des étendues forêts, soit une zone Natura 2000. Par ailleurs, si l'information de cette zone humide semble nouvelle dans la note de synthèse, il n'en est rien à Boin. Yannick Deschavannes, agriculteur bouennais sollicité pour l'extension de la zone d'activité, a informé nos collectivités de la présence d'un fossé déterminant à l'alimentation des étangs et qui se trouvait sur une zone envisagée pour l'extension. Et par ailleurs, une étude hydrogéologique approfondie réalisée par l'expert Paul Royal a été commandée par l'association CES dans le cadre de l'opposition au projet de centrale à bitume sur cette même zone de Chambaillard. Cette étude démontre notamment la présence de nappes aquifères, source de lonzons qui alimentent la chaîne des étangs de Biterne. Cette étude, enfin, a été transmise par Paul Royal à Loire-Forêt Agglomération le 29 août 2022. Côté économie, la note de synthèse mentionne également le peu de foncier économique encore disponible dans la zone économique de Chambaillard, effectivement. Il semble ici important de porter la voix des habitants et professionnels locaux en rappelant qu'il existe sur la zone concernée un terrain de près de 3 hectares sur laquelle les artisans se voient refuser l'installation depuis une dizaine d'années maintenant, puisque notre institution Loire-Forêt Agglomération serait encore aujourd'hui tenue de vendre cet espace à l'industriel StalTP pour une histoire quelque peu gratinée de centrale à bitume, effectivement. Cette dernière phrase est au conditionnel dans la mesure où un recours au tribunal administratif suit actuellement son cours depuis l'année dernière contre Loire-Forêt Agglomération. L'association CES cherchant à proposer une issue juridique à la situation qui stagne depuis bientôt 10 ans à Chambaillard et menace bien davantage la zone humide concernée ici, comme démontré dans l'étude de M. Royal. Puisqu'il est question à ce point de l'équilibre audacieux qu'il nous revient de viser entre économie et écologie, en l'occurrence à Chambaillard, ces informations me semblent bien pertinentes ici. Aujourd'hui, StalTP n'a toujours pas acheté le terrain, l'opposition locale ne cesse de s'amplifier contre son projet rocambolesque, à l'heure où nous sommes tous plus que jamais, collectivités, entreprises, particuliers, climatiquement invités à oser prendre la mesure de la qualité dégringolante de notre air, notre eau et notre terre et prendre les mesures nécessaires pour corriger le tir. Je terminerai en rappelant que si ce projet de centrale a bien obtenu jusque-là ses autorisations sur le plan administratif, il n'en reste pas moins un projet absolument rejeté démocratiquement, 2642 contre et 41 pour à l'enquête publique, et 100% des votants aux dernières élections municipales ont voté pour une liste ayant affiché officiellement son opposition au projet. Nous sommes sur le point d'abandonner la procédure d'une modification du PLU de Boin au regard des contraintes environnementales. Abandonner l'idée saugrenue d'une centrale à bitume à Chambaillard nous permettrait non seulement de corriger le tir à Boin sur le plan écologique, ce qui ne suffirait pas, mais également sur le plan économique, et en finir avec ce tas de nœuds à Chambaillard, inconsciemment tissés dans le passé par des enjeux individuels, qu'ils soient professionnels ou politiques, mais aucunement pour un enjeu environnemental et encore moins économique. La situation est localement déplorée par les habitants qui ne demandent qu'à vivre dignement et par les professionnels qui ne demandent qu'à travailler à Boin, à Chambaillard. À cette heure, et malgré le récit administratif qui en est fait, il n'est pas trop tard pour agir en réalité. Merci de votre attention. Pierre Verdier. Bon, tout d'abord, je ne répondrai pas à l'interlocuteur précédent parce que je crois que on en a déjà parlé longuement ici. Mais je voudrais dire quand même, pour revenir sur ce problème de terrain à construire, je pense qu'il faudra voir quand même dans le PLUI, dans les communes avoisinantes du canton, si sur Boin, ce n'est pas possible d'avoir des terrains. Il est peut-être possible dans d'autres communes de faire une zone un peu agrandie qui recevra toutes les demandes des artisans et des usines, de ceux qui veulent investir chez nous. Donc, je pense que ce sera le moment d'y réfléchir parce que je crois que c'est l'enjeu de notre secteur qui est en jeu aujourd'hui. Bien. Alors, simplement pour resituer comment on fonctionne sur le PLUI à 84, puisque c'est les enjeux de demain, bien évidemment, il faut que l'on trouve sur le secteur bouennais au moins l'équivalent, voire plus, puisque nous avons un enjeu d'emploi et d'habitants sur le secteur nord. Donc ça, je l'ai déjà dit, je l'ai dit plusieurs fois, je le dis en conseil communautaire, ce n'est pas une nouveauté. Et oui, la nouvelle est tombée sur une étude environnementale officielle,
validé par les administrations, mais en sachant qu'en plus, c'est un peu une ancienne méthode. Le PLU de Boin, quand il a été fait, à cette époque, il n'y avait pas d'études environnementales préétablies. La différence qu'on a avec les PLU à 84 aujourd'hui, c'est que quand on lance un PLU à 84, quand on commence à imaginer l'implantation de schémas d'accueil des entreprises, on réalise, Loire-Forêt fait réaliser des études environnementales pendant le PLUI. Et d'ailleurs, dans les modifications, dans le train de modification numéro 1 du PLUI, on a un retour des évaluations environnementales, des demandes que les communes ont fait, de façon à éviter de zoner des endroits d'artificialisation de construction qui seraient percutés par l'environnement. Mais ça, c'est des procédures qu'on anticipe aujourd'hui, qu'on ne faisait pas auparavant. Et surtout, c'est des procédures officielles, validées par les administrations. C'est important que ce soit des choses, comment dire, instruites et validées dans une procédure. Nous sommes dans un pays qui a des procédures, qu'elles soient administratives et qu'elles soient juridiques. En l'occurrence, pour le problème juridique, il a été purgé de tous les recours, sauf le dernier, de l'association qui a elle-même fait tous les recours. Bon. Il y a un état de droit, il y a des gens qui sont dans leurs droits. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe pour l'entreprise Stahl, puisque je n'évacue pas le sujet qui s'est invité à la table alors que ce n'était pas à l'ordre du jour. Monsieur Béal. Je voudrais faire deux remarques, parce qu'on a beaucoup parlé effectivement aujourd'hui de zones humides. C'est pas déjà deux interventions sur les zones humides, et j'entends attirer l'attention effectivement, puisque j'ai échangé avec les services de Loire-Forêt, puisqu'on avait un bâtiment sport nature qui était en construction à Hussons, qui a démarré et qui a été arrêté de façon intempestive par l'OFB et la DDT. Parce qu'on est dans une zone humide, on n'avait pas respecté, donc je suis limite d'aller en prison, mais bon, il faut bien qu'il y ait du bon monde, donc ça va. Donc effectivement, j'entends vraiment, il faut attirer l'attention sur le problème des zones humides, parce que ça devient vraiment un gros problème, et effectivement que les documents d'urbanisme le prévoient. Je suis présent avec un adjoint ce matin avec l'OFB et la DDT, on est allé voir, on avait aussi un projet de lotissement. Et le projet de lotissement, où on voulait le faire, il ne se fera pas parce qu'il considère que c'est une zone humide, il faut un puits, il faut ci, il faut ça, il faut de la compensation. Ouais, donc ça, c'est une première remarque. Là, effectivement, les dossiers sont instruits par Loire-Forêt, mais effectivement, pour le moment, personne ne prend en compte ces problèmes des zones humides et paraît-il, ils sont passés par hasard et ils nous ont arrêté le chantier. Il y a des mesures de compensation, mais j'en reparlerai. Et deuxièmement, on parle de... je ne sais pas pourquoi ça craque comme ça. Mais mais par contre, je ferai aussi une remarque en disant qu'on a une zone artisanale qui est loin d'être pleine et elle n'avance pas beaucoup. Donc c'est pour ça que je peux me permettre de faire la remarque. Merci. L'instruction est faite par Loire-Forêt. Oui, sur des documents d'urbanisme PLUI ou des documents d'urbanisme communaux. Et elle a, dans sa connaissance, les zones humides repérées par le département à partir du moment où le document d'urbanisme de la commune est à jour, ou que les informations nous sont portées à jour. Quand des zones humides se trouvent indépendamment, après la constitution du PLU de la commune est informée, normalement, de ce que les enquêtes et les différentes choses organisées par le département ou autres d'ailleurs ont trouvé. Et si l'information n'arrive pas au service instructeur, il ne risque pas d'instruire la zone humide qu'il ne connaît pas sur le document. Et donc, effectivement, quand on mène ça avec un projet qui se déroule sur cette fameuse zone humide, il y a des administrations d'État qui, si elles sont au courant, débarquent. Voilà.
Et là, bah, en général, l'État a raison, hein. C'est rare qu'il ait tort. Bon, enfin non, mais raison dans le sens où il a toujours raison, quoi. Voilà, la procédure, je sais pas qu'il a raison, hein, il a toujours raison. Si vous pouvez éviter d'écrire ça, ce serait sympa. Un coup de fil du préfet derrière. Jean-Marc Dufix, vous avez demandé la parole. Moi, je vais essayer de pratiquer la logique de l'inversion. On en a déjà parlé en conseil municipal à Montbrison. La logique de l'inversion, c'est essayer de nous mettre à penser avec un schéma qui s'inverse par rapport à celui qu'on a d'habitude. Une zone humide, ça n'est pas une contrainte, c'est une chance. Quand par ailleurs on parle de la protection de l'approvisionnement en eau, de la qualité de l'eau, du cycle de l'eau et de sa préservation, savoir qu'on a des zones humides, c'est ce qui nous permettra demain d'imaginer une agriculture, une eau au robinet et la capacité pour chacun de nos citoyens à profiter de la qualité de cette eau-là. Alors c'est vrai, c'est pas une bonne nouvelle par rapport à la zone industrielle. C'est une bonne nouvelle par rapport à l'environnement et par rapport à la qualité du cycle de l'eau et l'approvisionnement en eau de notre territoire. Je ne suis pas contre l'implantation de zones industrielles ou du développement du commerce ou du développement de l'artisanat, bien au contraire. Mais ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, et on aurait peut-être déjà dû le faire il y a longtemps, nous devrons et nous devons implanter ces espaces-là qui effectivement suppriment des zones naturelles, suppriment de l'infiltration de l'eau dans les sols. Il faut qu'on le fasse intelligemment. On est en train de travailler sur la zone des granges pour justement réimperméabiliser un certain nombre de zones, pour commencer à dégoudronner certains trottoirs, dégoudronner certaines cours d'école. On est en train justement de rétablir une qualité du cycle de l'eau qu'on a perdue depuis 50 ans. Une zone humide, je le répète, c'est une chance pour Loire-Forêt, et plus on en aura, moins on aura de problèmes d'eau dans l'avenir. Eh bien, c'est même la raison, je me permets de citer ça, puisque on va sur Nétrablé essayer de répondre à un besoin d'une entreprise qui doit récupérer ses eaux pluviales, et on va expérimenter le fait qu'on pourrait envoyer les eaux pluviales dans la zone humide existante pour éviter de créer un bassin sur une zone qui pourrait servir à l'économie. Je dis bien pourrait, puisqu'il faut que cette eau-là soit pas polluée, patati et patatou. Donc, en l'occurrence, la DDT, nos services, et Stéphanie était là également, ont topé pour dire, bah oui, pourquoi pas mener une expérimentation qui ferait qu'en fait, on alimenterait une zone humide avec des eaux pluviales qui passeraient par un bâtiment industriel. Donc je crois que ces expérimentations-là sont à mener. En tout cas, je vais redonner la parole à Patrick Ledieu pour finalement, êtes-vous d'accord, pour abandonner cette fameuse procédure de modif numéro 2 du PLU de Boin. Et donc, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Eh bien, tu poursuis avec Bussier-Lieu. Et c'est parti. Dans le même ordre, une autre modification dont je vais vous demander l'approbation. Celle-ci concerne la commune de Bussier-Albieux. Il y a une procédure de modification du plan local d'urbanisme de cette commune qui a été prescrite en conseil communautaire en 2024 pour faire évoluer le zonage afin de permettre le développement d'une activité de transformation alimentaire existante, la restauration de corps de ferme n'ayant plus d'usage agricole en gîte, la correction d'erreurs matérielles et le toilettage des emplacements réservés. Dans son avis du 13 juin 2024, la MRAE, la Mission régionale d'autorité environnementale, a conclu que le projet de modification n'était pas soumis à évaluation environnementale. Le dossier de modification a donc été transmis aux personnes publiques associées en juillet 2024. L'enquête publique s'est déroulée du 12 novembre au 13 décembre 2024. Le dossier a été modifié pour répondre aux réserves et recommandations de la commissaire enquêtrice. Il est donc proposé au Conseil communautaire de bien vouloir approuver le projet de modification numéro 1 du PLU de Bussy-Albieux. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Parfait. On poursuit avec Jean-Paul Forestier.
Valérie. Valérie Goudefard, oulala. Oulala. Comment ai-je pu faire ça? Monsieur Goudefard. Bonsoir à tous. Les zones humides sont perturbées. Alors, c'est une modification en fait du règlement de notre PLH. Voilà, au fur et à mesure que l'évolution avance, enfin, au fur et à mesure que notre PLH avance, on fait des modifications. C'est la quatrième modification depuis 2020. Voilà, vous avez vu, il y a six petites modifications qu'on fait. Elles portent essentiellement principalement sur les adaptations d'ordre technique et financière concernant les actions existantes. Voilà, les 6 sont listés dans la note de synthèse. Ces modifications sont envisagées en enveloppe financière constante et ne nécessitent pas de voter de nouveaux crédits. Et les enveloppes définies pour chaque action étant fongibles et réajustées jusque le bilan final. Voilà. Donc, je vous propose d'approuver les modifications apportées au règlement des aides financières pris dans notre PLH 2020-2026 et d'autoriser le président à signer tout document afférent à la présente délibération. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Y a-t-il des abstentions, des votes contre? Eh bien, je vous remercie. Merci Valérie. Et donc, du coup, Jean-Paul Forestier. Oui, bonsoir. Oui. Il s'agit de la modification numéro 1 de la convention cadre entre Loire-Forêt et la région Oran relative aux aides aux entreprises. Cette convention date de mars 2023 et il y a lieu de la modifier dans le cadre de la politique de transition écologique avec les aides en faveur de développement des entreprises à impact social, sociétal et environnemental. Il vous est donc demandé d'approuver cette modification de la convention. Y a-t-il des questions? Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci. Alors, je vais, en l'absence de Georges Thomas, vous présenter le protocole d'accord transactionnel avec la société Colas. Des travaux ont été réalisés sur le boulevard Henri Dunant, sur la commune de Bouin. Suite à ces travaux, il y a eu des désordres qui sont apparus relativement rapidement. On a essayé d'avoir une transaction amiable qui fonctionnait pas. On avait envisagé finalement d'aller au tribunal. Le problème, c'est que d'aller au tribunal prend beaucoup de temps et pendant ce temps-là, ça continuait de se dégrader et on ne pouvait pas continuer d'attendre. Donc, on a remis tout le monde autour de la table. On s'est rendu compte que les zones qui se dégradaient ont augmenté, mais une grosse partie des zones ne se sont pas dégradées non plus. Donc, la solution était, et l'entreprise a reconnu que c'était de sa responsabilité, il n'y a pas eu de sujet là-dessus. Le sujet, c'était plus que, du coup, elle réparait les zones qui étaient abîmées. Sauf qu'on se retrouvait avec un boulevard tout neuf dans lequel on aurait mis des joints. Ce qui n'était pas très satisfaisant. Donc, pour sortir de cette affaire-là, on a décidé de tout refaire en qualité meilleure, y compris des zones qui n'auraient peut-être pas nécessité d'être refaites. Et c'est la raison pour laquelle Loire-Forêt participe à hauteur de 40 000 € hors taxe sur 154 000, le reste étant pris par l'entreprise. Mieux vaut toujours un accord amiable qu'un mauvais procès. Y aurait-il des questions? Il n'y a pas de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Et on passe à un sujet eau potable avec Patrice Couchot. Oui, merci. Bonsoir à tous. Oui, c'est l'avenant numéro 3. Donc, c'est un avenant avec le conseil départemental qui avait été signé avec le CIPEM en 2016. Et oui, ça ne nous rajeunit pas, ça fait 9 ans. Et les travaux de la station du Pleuvet n'ont toujours pas commencé parce que nous avons voté l'été dernier un dossier de conception spécifique avec la CNCF. Et c'est des contraintes techniques qui sont importantes et qui durent un peu. L'instruction est en cours. C'est le 3e dossier qu'on a représenté. J'espère bien qu'on puisse poser la première pierre au mois de juin. Tiens, ce serait bien le 21 juin. On pourrait mettre peut-être la musique autour de la future station du Pleuvet. Pendant ce temps-là, pourquoi il y a eu aussi un petit peu de retard? Parce que la Loire-Forêt a pris la compétence et s'est doté d'un schéma directeur d'investissement. Et il s'avère que la capacité de production de la station de Pleuvet qui alimentera une grande partie du territoire de notre belle agglomération. Donc, on a revu un petit peu la production globale, totale. Donc, si vous en êtes d'accord, c'est de pouvoir encaisser l'argent du conseil départemental en 2028 et en 2029
avec les mêmes montants. Maintenant, si le conseil départemental est plus généreux en 2028, on prendra aussi. Voilà ce qu'il y a. Donc, pour résumer, est-ce que vous êtes d'accord pour décaler l'encaissement suite aux travaux de la station du Pleuvet avec le conseil départemental? Est-ce qu'il y aurait des questions? Non. Il y en a pas. Si. Jean-Marc Dufix. Il n'y a pas de zone humide sur la construction de la station d'épuration. Ah, c'est pas la station d'épuration, c'est une station de production, Jean-Marc Dufix. Alors, zone humide, ben, je dirais si un petit peu, parce qu'il y a quand même le Visézy qui passe juste à côté. Voilà, pour répondre à la question, avec un peu d'humour, bien sûr. Alors, d'autres remarques? Non? Alors, est-ce qu'il y a des gens qui s'abstiendraient? Qui voteraient contre? Eh bien, je vous remercie. Thierry Hareux pour un sujet assainissement. Merci Patrice. Bonsoir à tous. Ouais, c'est dans la suite d'une délibération qu'on avait déjà prise pour une étude de la valorisation de nos bouts de stations d'épuration. Donc là, l'idée, c'est le ciel va continuer l'étude et on est en phase 3. Et la phase 3 va déterminer, va nous aider peut-être à déterminer un site où on pourrait installer une usine qui nous permettrait de valoriser nos bouts. Donc, on a besoin de faire des études géotechniques et des pré-diagnostics écologiques sur 2 sites, celui d'Andrésio, où on a la station d'épuration du SM3P, et celui de Cité Pure, où on a la station d'épuration de Savigneux. Donc l'idée, c'est de partager le coût global de l'étude et de mettre à la charge de Loire-Forêt un montant de 12 265 €, répartis entre Forêt Est, le Ciel et le syndicat des Trois Ponts. Y a-t-il des questions sur cette délibération? Non. Nous allons passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci pour l'unanimité. En l'absence de Pierre Giraud, je vais tenter de vous présenter la note de synthèse sur les déchets, en sachant que cela concerne la responsabilité élargie du producteur. Bon, pour essayer de faire simple, il y a un certain nombre de choses qui ont changé par arrêté ministériel. Il y a des éco-organismes qui ont été désignés par arrêté ministériel et qui nous imposent de travailler avec eux. Mais quand on a commencé avec certains actuellement, on est tenu de continuer avec eux jusqu'à la fin du contrat. C'est le cas pour les emballages ménagers et papier graphique, où on vous propose de continuer d'approuver le contrat type avec Citeo, l'organisme avec lequel on travaille. D'ailleurs, c'est un organisme avec lequel on travaille beaucoup, et c'est même un organisme qui nous a permis, je remets un petit peu en arrière, quand cette REP, cette responsabilité élargie du producteur, c'est ce que paye le producteur du déchet, notamment nos professionnels. Et nos professionnels pouvaient aller dans certaines déchetteries, puisqu'on accueille les professionnels en les faisant payer. Mais sur certaines filières aujourd'hui, vu qu'ils ont la REP, ils payaient 2 fois. Ils payaient une fois la REP, une fois la déchet. Donc, en faisant un arrêté ministériel et en nommant ces organismes, ces éco-organismes, et quand on travaille avec eux, ça veut dire qu'ils vont, eux, récupérer les déchets que nous recevons dans nos déchetteries, et ils vont payer Loire-Forêt parce qu'on récupère justement ces déchets. Donc dorénavant, dans les déchetteries qui accueillaient les professionnels, ces déchetteries qui accueillaient les professionnels avec paiement, les accueilleront gratuitement, et nous, on sera rémunérés par les éco-organismes parce qu'on récupère ces déchets qui auparavant n'étaient pas dans des filières. Voilà, donc là, pour la délibération 16, on vous propose de travailler sur l'emballage ménager papier graphique avec Citeo, et pour la 17, pour faire rapide, pour les pneumatiques, vous avez le nom des différents contrats types avec Tival, Aliapur et FRP. Je ne vais pas vous les faire voter groupés, mais y aurait-il des questions? S'il n'y a pas de questions, qui est contre la délibération 16? Qui s'abstient? Merci. Et pour la 17, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie aussi. Tout cela va dans le bon sens et, en l'occurrence, améliore notre budget TEOM et on en reparlera. Evelyne Chouvier pour un sujet culture. Ah non, j'ai quelqu'un qui veut prendre la parole. C'est qui? Non, personne. C'est quelqu'un. Christophe Breton. Bah non, on l'a pas vu. Voilà. Evelyne Chouvier, sujet culture. Ah, mais c'est Evelyne, pardon. Vas-y. Vas-y, vas-y. Oui, c'est moi, non. Alors, je vous rappelle En fait, elle a un numéro qui est tout là-haut. Quand elle allume son micro, il est tout là-haut. C'est pour ça que je ne comprenais pas. Non, c'est bon, vas-y. D'accord.
Bon, c'est bon. Alors, oui, c'est la convention annuelle d'objectifs et de moyens 2025 pour la mise en œuvre du projet culturel de Goutela. Je vous rappelle que le CCR a été labellisé en 2015, que les objectifs 2025 du projet, c'est en gros le volet d'action culturelle, patrimoniale, artistique et territoriale du CCR, et un volet confortation de l'engagement associatif, clarification de la gouvernance et amélioration du bien-être au travail. Loire-Forêt s'engage à apporter son concours à l'association Château de Goutela, avec la mise à disposition du site et du château de Goutela auprès de l'association Château, et le soutien à l'implication du CCR dans les politiques de développement territorial. La convention pluriannuelle s'est donc arrêtée en décembre 24, constatant les difficultés organisationnelles rencontrées par le CCR l'année dernière. Les partenaires, c'est-à-dire État, département, communes et Loire-Forêt, ont proposé une contractualisation pour l'année 2025, avec pour objectif le recrutement d'une nouvelle direction à l'automne. Donc, la révision des modalités de gouvernance et la rédaction d'un nouveau projet de convention pluriannuelle. Je vous rappelle que la subvention de Loire-Forêt est de 60 000 € pour chaque année. Et donc, on vous demande d'approuver cette convention pour l'année 2025. Est-ce qu'il y a des questions? Pierre? Oui, je suis essentiellement d'accord avec toi sur ce que tu as dit, sauf le recrutement d'un nouveau directeur, je ne comprends pas. Je trouve que ça fonctionne très bien depuis plus d'un an avec un seul directeur. Je ne vois pas pourquoi on en aura besoin d'un autre qui va coûter, qui va prendre toute la subvention d'Aglo, par exemple. Alors, simplement pour que tout le monde comprenne, actuellement, il y a un directeur qui s'occupe de la partie hébergement. Et en fait, le directeur qui sera recruté à la fin de l'année s'occupe du projet culturel du CCR. Donc, c'est deux choses complètement différentes. Non, et puis en fait, faut dire, l'ancien directeur qui s'occupait de la saison culturelle est parti. La saison culturelle a été mise en place. Donc, ce qui se passe actuellement à Goutela, c'est une saison culturelle qui a été construite par un directeur culturel qui est parti. Donc, il n'y a que la mise en place. La DRAC impose un directeur labellisé Centre culturel de Goutela. Mais, attention, il faut refaire une saison culturelle prochaine. Et là, ça demande un directeur culturel. Donc, en fait, c'est un poste qui existait. C'est pas une création de poste d'un nouveau directeur. C'est le remplacement du directeur culturel qui est parti. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a des abstentions? Des votes contre? Je vous remercie. Stéphanie Fayard merci Evelyne, et Stéphanie Fayard pour le programme d'action de prévention des inondations et études préalables. Bonsoir à toutes et tous. Donc ce soir, il s'agit de la validation du programme d'études préalables au programme d'action de prévention des inondations affluents forésiens de la Loire, porté par Loire-Forêt Agglomération. Donc, la prévention des inondations était l'une des priorités du mandat 2020-2026. Nous travaillons depuis avec l'établissement public Loire sur le diagnostic du territoire. Puis, nous avons recruté une chargée de mission afin de compléter ce diagnostic et d'établir une stratégie de territoire. La construction de la démarche du programme d'études préalables a une durée de 3 ans. Et c'est le seul outil qui nous permet de déclencher des financements de l'État via le fonds Barnier. Il nous faut aujourd'hui valider les documents qui constituent ce programme d'études préalables afin de pouvoir le déposer au niveau de la DDT. Ce dépôt de dossier est prévu après la validation en conseil communautaire. Ensuite, tout cela aboutira à la mise en œuvre des actions inscrites au programme d'action prévention des inondations qui, lui, sera mis en œuvre de 2028 à 2033. Le montant prévisionnel du programme d'études préalables est estimé à 1 186 000 € avec une participation de l'État de 603 800 € et un reste à charge pour notre agglomération de 582 200 € qui sera financé par la taxe GEMAPI.
Il est donc demandé au Conseil communautaire de bien vouloir valider les documents constitutifs du PEP et du PAPI et d'autoriser le président ou son représentant à déposer le dossier de candidature auprès des services de l'État pour son instruction. Y aurait-il des questions? Pas de questions. Donc, y aurait-il des votes contre? Des abstentions? Eh bien, je vous remercie pour cette unanimité. Merci Stéphanie. J'en profite pour faire juste une petite aparté sur la taxe GEMAPI. Vous observerez sur la taxe foncière qui est reçue que cette taxe GEMAPI diminue. Non pas parce qu'on diminue le montant du prélèvement qui est toujours de 1,5 million, mais c'est une taxe qui fonctionne à l'envers. On ne vote pas un taux, on vote un montant de 1,5 million qui est stable. Mais comme le nombre d'habitants augmente, eh bien, chaque habitant paye un peu moins. Donc voilà, il n'y a pas de... Voilà. OK. Vous aurez l'explication si, par hasard, vous avez des habitants qui sont contents de voir baisser une taxe. Je sais, ceux-là ne viennent pas vous voir, je sais. On poursuit avec François Forcher pour un nouveau relais petite enfance qui sera sur Saint-Marsin en forêt. Oui, bonsoir. Donc, un nouveau, oui, pas tout à fait, parce qu'on était en relais itinérant déjà. Donc, l'idée, c'est de passer c'est non seulement l'idée, mais on va passer en relais fixe, ce qui demande donc des aménagements du nouveau local laissé par la commune de Saint-Marsin. Donc, il faut pour cela qu'on passe une convention de maîtrise d'ouvrage entre donc Loire-Forêt et la commune. Je ne sais pas, vous avez donc vu la note de synthèse. Ce relais va demander donc un équivalent temps plein qui était déjà mis en vote il y a quelque temps. Est-ce qu'il y a des questions sur le sujet de ce relais? Non. Eh bien, s'il n'y a pas de questions, je vous demanderai donc d'autoriser, de passer au vote. Qui serait contre? Qui s'abstient? Eh bien, merci. Merci François. Inutile de vous faire remarquer que c'est un conseil communautaire qui s'est déroulé pour l'instant en 1 heure et on va dire 10 minutes. Décision et convention contrat du président, y aurait-il des questions? S'il n'y en a pas, 2 informations. La prochaine conférence des maires sur le budget sera le mardi 25 mars. Et le prochain conseil communautaire, le mardi 8 avril, également sur les budgets. Tout ça pour vous dire qu'avec Olivier, on n'a toujours pas bouclé les budgets, puisqu'on attend impatiemment un certain nombre de données sur les comptes administratifs 2024. Et on sait aujourd'hui que Loire-Forêt Agglomération ne sera pas dans le dispositif, je ne sais pas comment il s'appelle, d'ILICO, où on aurait eu un prélèvement. Donc, nous ne sommes pas, pour l'instant, contributeurs à l'effort national. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. On attend quelques confirmations et on sera à même, le 25 mars, de vous présenter en conférence des maires les budgets et le vote le 8 avril. Bonne soirée et autour du verre de l'amitié.